D'abord, je voudrais dire que je remercie beaucoup Jean-Paul Lomond de m'avoir donné l'occasion de parler dans le cadre de son enseignement. C'est une invitation qui m'a beaucoup ému parce qu'il a beaucoup à dire et il a beaucoup d'invités possibles dans le domaine de la robotique. Et donc, merci Jean-Paul. Je dois dire aussi une deuxième chose en introduction, c'est que j'achète complètement le concept de encorporer, parce que je crois qu'il n'y a pas d'équivalent. Moi, je passe mon temps à dire incarner, etc. Donc, merci, on va en discuter. Jean-Paul m'a demandé aujourd'hui de faire un exercice devant vous qui va être très différent de celui de son cours, qui a été d'une merveilleuse clarté didactique. Moi, je vais au contraire semer la confusion et vous faire, au fond, plutôt un voyage un peu touristique autour de ce concept de simplexité. Donc, ne vous attendez pas à des diapos d'une telle clarté, c'est plutôt une combinaison. Donc, on est au coin du feu et je vous raconte une histoire un peu complexe. La simplexité, telle que je l'entends, c'est l'ensemble des solutions trouvées par les organismes vivants pour que, malgré la complexité des processus naturels, le cerveau puisse préparer l'acte et en projeter les conséquences dans le futur. Ces solutions sont des principes simplificateurs qui permettent de traiter des informations ou des situations en tenant compte de l'expérience passée et en anticipant l'avenir. Ce ne sont ni des caricatures, ni des raccourcis, ni des résumés, ce sont de nouvelles façons de poser des problèmes, parfois au prix de quelques détours, pour arriver à des actions plus rapides, plus élégantes et plus efficaces. Et vous avez vu un exemple merveilleux dans la dernière image de Jean-Paul sur ce robot qui, tout seul, trouve le moyen qu'en faisant quelque chose d'apparemment un peu compliqué, il résout un problème. Là-dessus, on a une magnifique... un dialogue, vous voyez, puisque l'idée, c'est ce dialogue avec la robotique. Il y a des places assises, il y en a plein, hein, ne restez pas debout déjà. À m'écouter, ça va être dur, mais... Le terme simplex, lorsque mon livre était en sous-presse, j'ai fait Google et j'ai découvert qu'en réalité, contrairement à ce que je pensais, il avait déjà été utilisé en 1958 par les géologues, qui ont le même problème, la complexité, par les mathématiciens, le concept de simplex, et c'est à Daniel Benquin que je dois de m'avoir bien expliqué ça. En ingénierie, puisque le directeur de l'ingénierie de Renault avait annoncé 3 mois avant la publication de mon livre que Renault faisait des voitures simplex. Et dans le design, puisque si vous tapez Google, vous verrez vous pouvez acheter une machine à laver simplex. Autrement dit, on a toujours l'impression qu'on invente des choses, mais c'est difficile d'être le premier. Et c'est un concept qui donc a été requis d'une certaine façon pour faire le pont entre la complexité et la simplification. Il se trouve que la revue Nature a été intéressée et vient de faire ce petit résumé de mon livre très récemment, puisque le livre en anglais est paru il y a 15 jours. Et ils ont remarqué que j'avais même été jusqu'à mentionner l'amour comme une solution simplex. Alors ça, il faut lire le livre si vous voulez voir ça. Je n'en parlerai pas aujourd'hui, mais on pourra en discuter si vous voulez. Plus sérieusement, je voudrais dire que ce concept, non seulement il n'est pas vraiment nouveau dans son acception, mais il faut le rapprocher notamment à un concept extrêmement important qui est le concept de Umwelt, que l'on doit à von Uexküll, le grand disons, ethnologue, qui disait que chaque sujet vit dans un monde... alors je dois aussi vous demander de me pardonner, la moitié de mes diapos seront en anglais et d'autres en français, et certaines seront à la fois en anglais et en français, mais ça c'est aussi pour permettre à ceux qui ne parlent qu'anglais dans cette salle de comprendre au moins un petit peu ce qu'il y a sur les diapos. Chaque sujet vit dans un monde où il n'y a que des réalités subjectives, toutes les caractéristiques des objets sont en fait rien d'autre que les caractères perceptifs qui leur sont attribués par le sujet avec qui ils sont en relation. Et von Uexküll identifie le fait que tous les animaux ont simplifié la perception du monde en fonction de leurs besoins. Il dit que la tique, cette petite bête un peu méchante qui vous pique, elle ne connaît du monde que l'acide butyrique et la chaleur. Quand suspendue sur sa branche, elle sent que vous vous approchez, sentant l'acide butyrique et la chaleur, elle tombe sur la main, elle vous prend du sang et elle meurt. Voilà le Umwelt de la tique. Nous sommes à peine meilleurs, mais un petit peu meilleur que la tique. Notre Umwelt est un peu complexe, un peu plus complexe, peut-être pas tellement.
Il raconte aussi ce qui se passe lorsqu'un animal voit la tige d'une fleur. Pour une jeune fille ou un amoureux, c'est une fleur. Pour une fourmi, c'est une échelle. Pour une vache, c'est simplement quelque chose à manger. Voilà la définition que Yvonne Uexküll avait donnée à la fois de la sélection des attributs dans le monde qui nous sont utiles, mais aussi de la flexibilité, de la vicariance, de l'usage que nous faisons du monde en fonction de nos besoins. Et il a par conséquent dit qu'un organisme n'était pas fait, c'était très ambitieux, de façon centripète, en mettant comme dans une montre des morceaux ensemble, ou peut-être dans un robot aujourd'hui, mais au contraire qu'une machine vivante part d'un principe, un but, une intention, qui d'une certaine façon centrifuge détermine l'assemblage des parties. Un renversement galiléen, en quelque sorte, des perspectives sur la façon dont le vivant s'organise. C'est le concept d'autopoïèse de Maturana, etc. Autrement dit, le cerveau est vu ici comme imposant au monde ses interprétations, et c'est ce que vous êtes en train de faire. Si vous regardez ces deux petites créatures, eh bien, si vous alliez sur l'écran, vous verriez que leur dimension est exactement la même au centimètre près. Et c'est en raison du contexte que votre cerveau décide, il impose à la réalité l'interprétation qui ne sont pas du tout de la même taille. De la même façon pour les chambres de Ames, en construisant une chambre trapézoïdale comme celle-ci, mais à l'envers. C'est le toit qui était en pente et le sol qui était à plat. Et en demandant à quelqu'un de regarder dans cette salle trapézoïdale par l'extérieur, par un petit trou, voici ce que percevaient les sujets en mettant deux petites filles qui avaient la même taille. Le cerveau en même temps aime la symétrie. Il symétrise, il impose au monde ses règles d'interprétation, sans doute justement pour pouvoir régler des problèmes rapidement. Et ce que j'appelle moi le terrorisme de la perception permet sans doute de régler toute une série de problèmes, évidemment au prix d'un certain nombre d'erreurs concernant le réel. Alors, un autre principe que moi j'appelle simplex, c'est l'idée que les organismes biologiques mesurent des variables pertinentes. Nous passons notre temps à penser que le monde est représenté par des variables cartésiennes. Jean-Paul Lemont vous a montré tout à l'heure notre place comme étant en coordonnées cartésiennes XY. Ce n'est peut-être pas du tout la façon dont le cerveau ou les organismes vivants fonctionnent. C'est Gibson qui avait proposé ce concept d'affordance en se disant que si je veux monter cet escalier, je ne vais pas aller dans mon cerveau mesurer des centimètres et les comparer aux centimètres de la longueur de mon pied. Je vais avoir une espèce de perception qu'il appelait directe, et le concept était flou, des relations possibles entre la hauteur écologique en quelque sorte de ces marches et une perception interne que j'ai dans mon corps de l'espace d'action. Ce concept d'affordance a connu de grands succès, il est encore assez flou, mais il est intéressant, c'est ça le message. Autre exemple, la mesure de la distance. Si je lance vers vous un objet, vous pouvez, pour l'éviter, mesurer la vitesse à laquelle il arrive, la distance, etc. Mais notre ami David Lee, en Écosse, a proposé un autre concept. Il a dit qu'après tout, si vous avez un petit module dans la rétine ou dans le cerveau qui mesure la surface de l'objet et on fait le rapport avec la vitesse de dilatation de l'objet, vous obtenez directement, si le mouvement est à vitesse constante, le temps jusqu'au contact. Et il a dit que c'est comme ça que les oiseaux qui plongent dans la mer et savent quand ils doivent retirer c'est pas les goélands, mais leurs ailes pour éviter de se fracasser. Autrement dit, l'idée, qui est un des principes que moi j'appelle simplex, c'est que les organismes vivants ont développé des modules pour mesurer des variables pertinentes qui ne sont pas nécessaires, et c'est ça qui est important pour nous, scientifiques, quand on impose des cas de mesure, pas forcément les mesures que nous faisons. Et donc, le jeu consiste à découvrir ces principes. Autre chose, nous vivons dans un monde incertain, et comme je l'ai dit il y a un instant, le cerveau est un prédicteur, et aujourd'hui, il y a un mouvement scientifique extrêmement important, représenté dans notre laboratoire en particulier par Pierre Bessières, qui est ici, qui est un des grands spécialistes mondiaux de la modélisation bayésienne, et par l'équipe de Jacques Droulez et d'autres, à savoir que et c'est un principe de simplexité, que dans un monde incertain éventuellement, nous faisons sur le réel, et pour mettre en relation justement ce que nous avons vécu dans le passé, ou nos connaissances, avec une prédiction du futur, nous faisons des évaluations de probabilité, et il y a une formule du révérend Bayes qui est actuellement très à la mode et qui
semble être extrêmement synthétique pour représenter ce détour, en quelque sorte, que fait notre cerveau par la mesure de probabilité, liant le passé au futur pour nous permettre d'agir vite et d'agir non pas bien, mais au mieux. Alors, un autre aspect qui est lié à tout ça, qui est une fantastique invention de l'évolution, qui n'est pas simple, qui est simplexe, puisqu'elle a demandé le développement de structures complexes dans notre cerveau, c'est la propriété de simuler le monde. C'est avec Jacques Droulez et Pierre-Paul Vidal que déjà, voyez, en 1985, longtemps avant qu'un certain nombre de gens s'intéressent vraiment à cet aspect de ce qui s'appelle la représentation, l'importance de la représentation, nous avions pondu ce schéma sur leur incitation d'ailleurs, à savoir que, au fond, le cerveau a deux grands modes, c'est caricatural, de fonctionnement, un mode de mesure des informations sensorielles, de transformation sensorimotrice, avec même quelques astuces anticipatrices, comme ce qui s'appelle la décharge corollaire, en robotique le feed-forward, c'est-à-dire le fait que nos structures de perception sont informées un peu en avance sur ce que nous allons faire. Eh bien, en parallèle avec ces systèmes sensorimoteurs, même avec quelques astuces découvertes au cours de l'évolution, et bien étudiées notamment par nos collègues allemands dans les années 50 du siècle précédent, eh bien, au cours de l'évolution, s'est développé tout un mécanisme interne qui permet de simuler l'action, et les perceptions d'ailleurs, sans l'exécuter, avec un mode que nous avions appelé à l'époque projectif, sur des boucles internes, qui existent d'ailleurs, il y a des boucles dans le cerveau liant les ganglions de la base, le thalamus, le cortex, qui fonctionnent en permanence. Et ce qui suggérait qu'il y avait toute une série de modèles internes du monde, et je vais revenir là-dessus. Donc le cerveau est un simulateur d'action, et vous voyez, ce n'est pas évident, ça demande de construire des mécanismes internes qui permettent de simuler l'action afin de choisir quelle est la meilleure, en anticipation, mais ça permet de gagner du temps éventuellement et de ne pas faire trop d'erreurs. Alors depuis, évidemment, il y a eu énormément de recherches de fait là-dessus qui renforcent cette idée, et notamment, bien sûr, il faut citer la découverte remarquable de Giacomo Risolati de ce qui s'est appelé les neurones miroirs, c'est-à-dire ces neurones situés dans le cortex préfrontal chez le singe et chez nous aussi, et ce sont des neurones qui sont activés soit quand le singe mange un cacahuète, soit quand le singe voit l'expérimentateur manger le cacahuète. C'est-à-dire que ça a été découvert comme ça, le singe mangeait un cacahuète, chaque fois il entendait brop, brop, le petit neurone là, c'était la préparation du mouvement, et puis à un moment donné, l'expérimentateur a dû avoir faim, il a piqué un cacahuète au singe, et il a entendu brop, brop dans le cerveau du singe. Autrement dit, notre cerveau est un simulateur d'action, ce qui, là aussi, est sans doute un principe simplexe extrêmement important, parce que ça permet, quand on est dans la forêt, ou même quand on est dans un amphithéâtre, si on voit quelqu'un qui commence à faire un geste, d'avoir immédiatement dans son propre corps, dans l'encorporation, la simulation mentale de l'action qui est faite par autrui. Et donc de mieux la comprendre, de mieux l'appréhender, éventuellement d'y réagir de façon plus adaptée. C'est ce lien entre perception et action que tout le monde cherchait dans ce cadre-là depuis des années. Il y a plus, aujourd'hui il y a un mot à la mode qui fait penser à des mécanismes encore plus sophistiqués, c'est le mot d'émulation. Le cerveau émulateur, et Rodolfo Linas, qui va d'ailleurs venir dans quelques semaines pour le colloque qui va être consacré à Daniel Benquin, notre ami mathématicien, il va y avoir un colloque pendant une semaine en son honneur, et j'en suis ravi parce qu'il travaille avec beaucoup de monde et c'est vraiment quelqu'un à la fois généreux et merveilleux. Rodolfo Linas écrivait dans un livre que je vous recommande qui s'appelle Eye of the Vortex, la phrase suivante. Il pense que le cerveau est une machine complètement close, qui n'a avec le monde extérieur que très peu de relations. Vous avez autrement dit l'impression que vous m'écoutez là en ce moment vraiment, mais pas vraiment. Après, lui, votre cerveau est essentiellement une machine assez kantienne d'ailleurs. L'hypothèse du cerveau fermé prétend que le cerveau est essentiellement un système auto-activateur dont l'organisation est organisée vers la génération d'images intrinsèques. Étant donné la nature du système thalamo-cortical, c'est-à-dire le système qui relie le thalamus, qui est l'entrée nécessaire de toutes les informations sensorielles vers le cerveau,
le cortex et les ganglions de la base, ce sont ces boucles qui tournent en permanence dans votre cerveau. Étant donné la nature du système thalamo-cortical, qui est représenté par cette image ici, les informations sensorielles sur le monde extérieur ne peuvent obtenir de la signification qu'à partir des dispositions fonctionnelles préexistantes du cerveau à ce moment, son contexte interne. Un tel système auto-activateur est capable d'émuler la réalité, même en l'absence de la réalité, comme cela se produit pendant le rêve ou le rêve éveillé. En effet, pendant le rêve, vous savez à quel point tout paraît réel. Je ne sais pas si vous avez ces expériences, mais nous voyageons, nous avons des accidents, nous avons des bonheurs. Moi, ça ne m'arrive pas très souvent, mais tout est remarquablement réel, sauf peut-être le fait de voler, parce qu'apparemment la gravité n'est pas entrée dans ces modèles. Donc, nous avons un deuxième nous-mêmes. Nous avons dans notre cerveau la capacité de complètement simuler la réalité à partir, bien sûr, de notre expérience passée, de notre ontogenèse, d'un certain nombre de modèles a priori que nous avons du monde et de nous-mêmes. Et quelque chose qui intéresse beaucoup Jean-Jacques Sottine, qui le montre actuellement chaque fois qu'il monte les diapos, il semble que seulement 5% des informations qui viennent du thalamus proviennent du monde extérieur. Autrement dit, la porte dans le cerveau qui amène les informations sur le monde, eh bien, cette structure, le thalamus, il n'y aurait que 5% des informations qu'il envoie à notre cortex qui viendraient du monde. 95% viennent du cerveau lui-même. Donc il y a là des mystères importants, et ceci conduit le cerveau probablement à avoir toute une série de propriétés remarquables d'émulation du monde. Et peut-être certains d'entre vous trouveront les spécialistes, que j'exagère un tout petit peu, mais j'ai trouvé que l'illusion pseudo-haptique d'Anatole Lécuyer, c'est une forme d'émulation. Anatole Lécuyer, qui est à Rennes, c'est un informaticien qui fait énormément de travaux, il a fait une découverte extraordinaire. Pendant sa thèse, il avait des souris comme ça, d'ordinateur, et avec une souris, il a fait entrer un piston sur l'écran dans un tube. Mais il a eu l'idée de donner à ce piston le mouvement que le piston aurait s'il y avait un ressort qui l'empêchait d'entrer. Donc le piston entrait, mais il entrait comme ça. Et alors qu'il poussait le piston avec la souris sur le bureau, il a senti sur sa main une résistance. C'est-à-dire que l'illusion pseudo-haptique, le seul fait de voir ce mouvement lent qui ressemblait à un mouvement de ressort, immédiatement a été interprété par le cerveau en fonction de toute une série de mécanismes, sans doute de modélisation du réel, comme étant un mouvement de résistance. C'est-à-dire, depuis, c'est utilisé dans tous les jeux vidéo, etc. Autrement dit, nous avons dans notre cerveau, et c'est un des principes fondamentaux de la simplexité, des modèles internes. Ça veut dire des réseaux neuronaux qui permettent au cerveau, pendant ses activités de simulation, d'imagination, de préparation, et les roboticiens l'implémentent évidemment dans leurs robots, des circuits neuronaux dont les propriétés sont les mêmes que les propriétés mécaniques ou dynamiques des membres et même du monde physique. Et nous avons, avec nos amis italiens, fait une démonstration de ce genre de choses pour les lois de Newton. Si je laisse tomber la bouteille dans ma main, vous avez vu que ma main ne descend pas, même si je vais assez fort, hein, vous avez vu que ma main ne fait pas comme ça. Mon cerveau n'attend pas que la bouteille ait touché ma main pour produire une activité dans mon biceps. 150 millisecondes avant que ça touche, le cerveau, ça c'est l'électromyogramme, c'est-à-dire l'activité musculaire dans le biceps quand on lance une balle à quelqu'un, 150 millisecondes avant que se fasse l'impact qui est ici, le cerveau a produit exactement la contraction nécessaire pour compenser. C'est-à-dire que, percevant l'objet, par toute une série de mécanismes visuels, etc., le cerveau a eu la capacité de prédire en quelque sorte la force d'impact. Et nous sommes allés dans l'espace à l'époque oui, on est dans l'espace, ce monsieur est parfaitement heureux, autant que celui-là, et on a montré que même quand
quand la balle descendait à vitesse constante, cette anticipation se produisait, elle est une des fonctions fondamentales de ces synergies anticipatrices. Il y en a d'autres, comme la synergie de Babinski. Si je me penche en avant, vous ne le voyez pas, mais mon cervelet produit, juste avant que je me penche en avant, un tout petit mouvement vers l'arrière, qui n'est plus là chez les patients malades, qui tombe, et qui permet, en anticipation, de compenser les changements de position du centre de gravité. Donc des synergies, des mécanismes très profonds, qu'évidemment on acquiert au cours de l'enfance, et qui permettent de réaliser des mouvements dans le monde extérieur. Ce sont des modèles, pas seulement du corps, mais aussi des lois du monde physique dans lequel nous sommes. Alors, ceci nous permet, évidemment aussi, toute une série d'hallucinations, de fantômes. Vous voyez cette dame qui était une Suédoise, qui a été trouvée par Rita Hari, avait l'impression d'avoir 3 bras. Elle était très malheureuse parce qu'au supermarché, quand elle se présentait avec son cabas, elle avait l'impression d'avoir acheté beaucoup de choses. Tellement elle croyait qu'elle avait ses 3 bras. Tous les problèmes d'hallucination de membres fantômes, je n'ai pas le temps d'entrer là-dessus, sont une preuve de cet établissement d'un double de nous-mêmes. En effet, et c'est un des grands mystères des neurosciences modernes aujourd'hui, nous avons aussi des modèles internes de tout le corps. C'est connu, le schéma corporel. Ceci appartient à la neurologie, à la neuropsychologie, mais maintenant, ça devient un des éléments de nos neurosciences. Et peut-être demain, faudra-t-il donner aux robots de Jean-Paul Lomont des doubles d'eux-mêmes complets, lorsqu'on en aura éventuellement discuté et compris l'intérêt. Et nous avons aujourd'hui des données de neurosciences extrêmement intéressantes, surtout les illusions de sortie du corps. Par exemple, quand un patient est dans son lit et qu'il se perçoit au plafond comme étant, en même temps, le patient est dans son lit et il se perçoit comme se voyant du plafond sur son lit. Il est dédoublé complètement. Tous ces processus appartenaient à la fois à la parapsychologie et à la neuropsychologie. Eh nous savons maintenant, grâce à des travaux que nous avons faits nous-mêmes à Grenoble, avec Philippe Carnet, mais surtout qui ont été faits à Lausanne par Olaf Blanke, le neurologue, que toutes ces illusions qui sont là dans la littérature mondiale depuis Gilgamesh, pas seulement Dostoïevski, à chacune de ces illusions, out-of-body experience, autoscopie et autoscopie, sentiment de présence, correspondent à des lésions ou à des dysfonctionnements de certaines parties du cerveau, et en particulier de cette petite partie sur laquelle je vais vous montrer quelques diapos, et qui est le cortex vestibulaire à la jonction temporopariétale. En effet, nous savons que c'est dans cette région du cerveau qui avait déjà été identifiée par Penfield que, comme il l'avait vu de façon géniale, se produit awareness of body scheme and spatial relationships, c'est-à-dire la construction de l'unité du corps et des relations avec l'espace. Alors, je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail de ceci, mais je vais, à propos de cette affaire-là, vous proposer, j'allais dire vous vendre, le système vestibulaire, parce qu'il est impossible d'écouter un exposé de moi sans entendre parler du système vestibulaire comme référentiel fondamental. En effet, cette zone du cerveau qui est si fondamentale pour la construction de l'unité de notre corps, mais aussi, sans doute, de notre double, eh bien, et qui est impliquée dans toute une série de fonctions, comme vous le voyez, intégration multisensorielle, perspective visio-spatiale, perception vestibulaire, perception du mouvement du corps, capacité de sentir qu'on est l'agent de son mouvement. Je ne sais pas quand les robots pourront savoir qui sont les agents de leur mouvement. Eh bien, cette zone est aussi une zone qui reçoit des informations vestibulaires. Je reviendrai dans un instant. Donc, après ces généralités, ces concepts un peu généraux, je voudrais entrer plus dans le détail de certaines choses que Jean-Paul Lomont a mentionnées tout à l'heure, qui concernent le contrôle et la perception du mouvement proprement dit. Lorsque nous voulons faire des mouvements du bras, de la main, de notre corps, marcher, etc., toutes ces fonctions qui font l'objet du cours ou des cours de cette série, eh bien, comme l'avait déjà écrit le grand physiologiste russe Bernstein,
dans les années 1900-1905, qui était un professeur de physiologie, qui a été ostracisé par l'école de Pavlov, d'ailleurs à l'époque. Comme il avait dit, le problème est l'incroyable nombre de degrés de liberté, c'est-à-dire de complexité, en fait, du contrôle des mouvements. Jean-Paul Lemont, tout à l'heure, vous a parlé de 600 muscles à contrôler, avec un très grand nombre d'articulations. Et Bernstein avait, dans des livres que je recommande à tout le monde de lire, il faut absolument lire The Coordination of Movement, parce qu'il y a encore une mine d'idées extrêmement intéressantes, il avait eu l'idée que l'évolution avait, pour tous les animaux, mis au point des lois simplificatrices qui permettent aux organismes vivants d'aller très vite, à l'écureuil, de sauter de branche en branche sans savoir même quelles sont les propriétés de la branche sur laquelle il va atterrir, etc. Et les grands physiologistes russes, que sont Gurfinkel, qui est un maître mais Feldman, enfin tous ces gens-là, sont tous en fait, et même Emilio Bizzi, le professeur à MIT, enfin des grands physiologistes de la motricité, pas russes mais américains, ce sont en fait tous des élèves de Bernstein. Au fond, c'est lui qui a été un des premiers à formaliser et à écrire ses idées d'une façon aussi claire. Et depuis, on a découvert, et on continue à découvrir, toute une série de lois, et je vais vous en donner quelques exemples très rapidement. Je l'ai fait dans des cours au collège pendant des années, et on continue à découvrir toutes ces lois, ces règles de fonctionnement que j'appelle simplex, qui permettent d'aller vite et de résoudre des problèmes très compliqués avec des détours. Un tout petit, avant d'entrer dans cette description, une toute petite mention que j'ai faite dans le bouquin. Là aussi, on peut me reprocher de dire que tout est simplex, mais bon, après tout. On découvre aujourd'hui que cette question de la simplexité est valable à tous les niveaux du vivant. En effet, en génétique, vous savez que le nombre de gènes qu'on découvre est infiniment grand, considérable, mais si vous lisez les articles, notamment pour ceux qui sont intéressés, de Uri Alon, A-L-O-N, pour ceux qui prennent des notes, eh bien, qui est un très grand généticien de Harvard, je crois, qui est un ami de Jean-Jacques Flotin d'ailleurs, vous verrez qu'il y a actuellement des articles qui montrent à quel point peut-être on va pouvoir trouver ou découvrir dans la complexité du monde des gènes ce qu'ils appellent des motifs. C'est-à-dire qu'en réalité, ces gènes sont organisés dans des microstructures qui jouent un rôle fonctionnel particulier. Donc on sent venir aussi, plutôt qu'un simple une liste, c'est un petit peu comme ce qui s'est passé en zoologie. Au début, on a fait des listes infinies d'animaux, et puis on a fini par comprendre les filiations, etc. En anatomie, même chose. J'ai pris cette image du papier de Gill et Baker 2005, mais si vous avez suivi, ou certains d'entre vous suivent le cours du professeur Alain Prochian, vous en avez eu bien d'autres exemples, eh bien, l'anatomie des nerfs crâniens est en fait déterminée par 4 gènes OX. Donc on découvre, si vous voulez, dans une... Et cette organisation a parcouru l'évolution. C'est ce principe-là de détermination de famille de nerfs crâniens qui contrôlent les yeux, la tête, etc., les 32 muscles, c'est très compliqué tout ça, et répond à des règles finalement qui ne sont pas simples, mais qui permettent sans doute à la nature ou à l'évolution ou à tout ce qu'on veut dire de s'y retrouver. Même chose au point de vue physiologie, le concept de modularité sur lequel je n'ai pas le temps de revenir. Nous avons des modules particuliers, spécialisés, c'est un principe de la simplexité, pour atteindre, saisir les mouvements des yeux, la poursuite. Nous avons dans le cerveau 5 boucles qui relient le cortex, le thalamus et les ganglions de la base, qui tournent en permanence. Une boucle pour les mouvements des bras, une boucle pour les mouvements des yeux, une boucle pour la mémoire, une boucle pour l'émotion. C'est le principe de ségrégation, en quelque sorte, division du travail, qui est un grand principe. Et nous avons en même temps, je l'ai mentionné ici, quelque chose sur lequel j'ai fait beaucoup de cours, qui est la modularité aussi concernant les systèmes de contrôle du regard. Nous avons 2 types de réflexes pour stabiliser l'image du monde sur la rétine. Nous avons des modules pour les saccades. C'est l'idée de ségrégation des fonctions
au prix bien sûr d'une complexité. Aujourd'hui, les robots humanoïdes sur lesquels nous travaillons ensemble, que ce soit avec le groupe de Jean-Paul Lemont, avec le groupe de Paolo Dario à Pise ou avec Aldébaran sur Roméo, eh bien, ils ont, pour les yeux, il y a une caméra, il y a un système de contrôle. La question intéressante entre nous va être de savoir si, à terme, cette multiplicité des systèmes est effectivement une simplification, ou bien si la technologie, les maths modernes vont permettre d'éviter ce qui peut aussi être vu comme un bricolage de l'évolution. Donc la relation, la discussion entre nous, c'est ça. Est-ce qu'il faut prendre modèle sur tous ces principes-là, je dis ça pour qu'on soit bien au clair, ou bien est-ce qu'il faut dire non, l'évolution finalement elle a bricolé avec ce qu'elle pouvait en rajoutant des systèmes les uns après les autres. La poursuite oculaire qui est apparue avec l'apparition de la FOVEA par exemple. Vous savez qu'au début il n'y avait pas de FOVEA, puis la FOVEA est apparue qui permet de fixer un point particulier. Eh bien, la poursuite oculaire, elle, on sait qu'elle est un bricolage. Elle est d'ailleurs assez lente, hein. Moi je ne peux pas suivre ma main très vite. C'est un bricolage qui a utilisé toute une série de systèmes qui existaient. Donc ça, c'est une question intéressante de dialogue entre nous, de savoir si les technologies, les modèles, les maths modernes et la connaissance de l'homme permettra de ne pas copier ces principes-là, et si on peut aujourd'hui faire mieux. Alors je vais insister un peu, bien sûr, comme cela a été fait dans les cours du professeur Lomont, sur la marche un petit peu, parce que c'est un bel exemple de processus complexe et nous travaillons beaucoup sur cette question ensemble avec les roboticiens. Alors d'abord, un petit rappel de biologie, on a pour 10 secondes. La marche, c'est une organisation hiérarchique. D'abord, des générateurs de patterns, de rythmes, qui sont dans la moelle, qui ont été étudiés sont des oscillateurs, des réseaux neuronaux oscillateurs qui sont dans la moelle et qui ont été étudiés en particulier magnifiquement par notre ami Jean-Paul Lemont. Sten Grindler sur la lamproie, mais aussi par François Clarac sur le rat, par Cabelgen sur la salamandre, etc. Donc un générateur de rythme qui donne la marche, y compris la marche du parkinsonien. D'accord, voilà. Il y a une initiation mésencéphalique, c'est-à-dire dans la réticulée mésencéphalique, par là, il y a des centres, et ça a été montré par nos amis russes, qui permettent l'initiation. Et c'est cette initiation que les personnes âgées parkinsoniennes ne font pas. Ils sont là, ils sont gelés, ou ils sont immobilisés. Des répertoires de type, c'est-à-dire on peut marcher, courir, etc. C'est pris en charge en partie par des mécanismes dans la moelle, en partie par des contrôles supraspinaux. L'intégration avec la posture et l'émotion, avec les mouvements orientés, vous en avez vu un exemple tout à l'heure. Et avec la navigation, parce que marcher, ça n'est pas simplement faire ce que nos robots humanoïdes arrivent à faire difficilement actuellement, c'est d'aller quelque part. C'est donc générer une trajectoire. Ça, c'est de la navigation, ça implique l'hippocampe, les structures du cerveau qui sont impliquées dans l'espace, et on travaille beaucoup là-dessus, je n'aurai pas le temps d'en parler maintenant. Et puis la décision, parce que dès qu'on marche, eh bien, on doit décider. On doit décider de changer de rythme, de changer d'espace, de changer, etc. Donc c'est un fantastique modèle de cette complexité, de cette construction au cours de l'évolution et au cours de l'ontogénèse aussi de l'enfant, de ces mécanismes, puisque l'enfant commence par marcher comme ça, et puis peu à peu, il bénéficie du développement du cerveau pour se mettre à naviguer, se balader, etc. Alors, pour résoudre ce problème du contrôle de ces 600 muscles pendant la marche, parce qu'il faut le faire quand même, hein, ça a l'air d'être simple, ben, vous avez vu qu'ils n'en sont pas là, les robots de Jean-Paul Lemont, hein, d'accord ? Même ça. Voilà. Une solution qui a été découverte par l'évolution, c'est la création de référentiels mobiles. Alors ça, qui correspond en mathématiques à une théorie que je suis incapable de comprendre, mais que notre ami Daniel Benquin est capable de comprendre et sur laquelle on est en train de travailler aussi avec Tamar Flash. Élie Cartan a fait la théorie des référentiels mobiles. Alors je rappelle, je voudrais, comme je vais vous parler du système vestibulaire maintenant et que j'ai la réputation d'être un fanatique du système vestibulaire, que je ne suis pas le seul. Von Uexküll, l'ethnologue, lui aussi, avait dit « tous les animaux qui ont 3 canaux semi-circulaires ont aussi une notion de l'espace tridimensionnel ». D'ailleurs, il avait
dit la même chose que Poincaré, qui a aussi mentionné ça, puisque Poincaré avait même dit les souris japonaises n'ont de l'espace qu'une vision à 2 dimensions parce qu'elles n'ont que 2 canaux semi-circulaires. Et Van Uexküll écrivait « Tout homme normal emmène avec lui un référentiel formé des 3 plans des canaux semi-circulaires ». Il ne parlait pas beaucoup des otolithes. Et il avait d'ailleurs vu que ce système permettait aussi homing, le retour au gîte, c'est-à-dire il avait prédit un rôle dans la navigation. Donc, à quoi ça sert ce système vestibulaire et où en est ce concept de référentiel? Alors je rappelle pour ceux qui ne sont pas familiers, parce qu'on continue à parler des 5 sens, ça fait 40 ans, ça fait 1842 découverte par Flourens en France du système vestibulaire chez le pigeon par une lésion. Eh bien aujourd'hui encore, on ne parle que des 5 sens. C'est-à-dire qu'on ne parle pas des sens les plus fondamentaux sur tout ce qui est la perception du corps propre, la proprioception musculaire et articulaire et le système vestibulaire. Bon, on ne parle que des 5 sens dans les expos. Eh bien, donc je rappelle que nous avons dans l'oreille interne, au voisinage de l'oreille qui entend, 3 canaux semi-circulaires qui forment 3 plans perpendiculaires qui mesurent les accélérations angulaires de la tête et 2 otolithes qui mesure les accélérations horizontales et verticales. C'est très caricatural ce que je dis, mais en gros, ça suffit pour ce que je vais vous dire maintenant. Alors, ces capteurs font partie évidemment de l'ensemble de tous les capteurs qui sont d'ailleurs ignorés avec la proprioception musculaire et articulaire qui nous donnent une perception de notre corps. Leurs informations sont mélangées, pardonnez cette diapo compliquée. Je vous montre cette diapo parce qu'on retrouve aussi ici explicité de façon mathématique un peu compliquée, dans cette diapo qui est due à Dupont et Merfeld, mais en réalité, les travaux viennent de MIT, de l'école de notre ami Larry Young, il y a très longtemps. Vous voyez qu'ici, il y a les canaux semi-circulaires, c'est-à-dire mesure de la rotation de la tête, mesure des translations de la tête par les otolithes, mesure par la vision du mouvement. Ces capteurs travaillent, vestibulaires, visuels, ils travaillent ensemble pour que, quand je me balade comme ça, ici, eh bien, mon cerveau sache où je suis dans l'espace. Ce sont les capteurs qui peuvent mesurer où on est dans l'espace, et des modèles magnifiques ont été faits, notamment par Jacques Droulez, avec Jean Laurence récemment, en utilisant des modélisations bayésiennes. Ce qu'il y a dans cette diapo, et ce sur quoi j'attire votre attention, c'est ça, modèle interne des propriétés biomécaniques et lois physiques, modèle interne des propriétés dynamiques sensorielles. Autrement dit, le cerveau ne se contente pas, comme un certain nombre de machines, de simplement mélanger les informations de ces différents capteurs qui permettent de reconstruire le mouvement dans la tête dans l'espace. Ils utilisent des modèles internes des capteurs eux-mêmes. Autrement dit, le cerveau compare l'état des capteurs avec des prédictions de l'état de modèle interne des capteurs. On retrouve cette idée que le cerveau anticipe à des mécanismes aussi pour prédire en quelque sorte les informations qui doivent arriver. Et ceci conduit évidemment à des maths ou à des modèles un peu différents. Donc ça, c'était le petit rappel sur ces capteurs. Et pourquoi je vous en parle à propos de la locomotion? Parce que on constate, si on regarde les gens, cet enfant qui est tenu par ce père sur sa main, vous voyez, il est tout content, hein, mais il est tenu juste par là. Voilà son canal semi-circulaire qui est parfaitement perpendiculaire à la gravité. Si on regarde des gens comme ça, si on regarde des animaux aussi, vous voyez, si je vous avais demandé de dessiner un chat, vous auriez mis une tête, une colonne et 4 pattes. Et bien ça, c'est un chat. Vous ne m'auriez pas cru si je ne vous l'avais pas dit avant. Un chat, voilà la tête d'un chat. C'est comme un cygne. C'est pareil. C'est-à-dire le squelette du cou, allez au muséum, vous verrez, c'est extraordinaire. Le squelette, et on a travaillé là-dessus avec Werner Graff, Pierre-Paul Vidal, le squelette des animaux est organisé de façon à créer un plan horizontal, comme ça, et il y a cette forme absolument merveilleuse de la colonne cervicale qui permet de créer cette espèce de plan, regardez un oiseau, et qui permet d'ailleurs de créer un plan privilégié, un plan dans lequel on peut explorer très vite. Ça aussi, ça fait partie de la simplexité. J'ai une image dans mon bouquin. C'est pas simple d'avoir modifié à ce point l'architecture de la colonne vertébrale pour permettre éventuellement de créer ce plan. Et ce plan peut exister
parce que les otolithes du système vestibulaire mesurent la direction de la gravité. Paillard disait cette référence gratuite qui nous est donnée, parce que la gravité nous est donnée gratuitement, et les systèmes vestibulaires, en mesurant l'inclinaison de la tête par rapport à la gravité, nous permet de créer ce référentiel de la tête ici. Et l'idée et la théorie que nous avons développée avec Thierry Pozzo il y a très longtemps, c'est qu'en réalité, beaucoup de nos mouvements, de nos stabilisations posturales et de la locomotion sont en réalité contrôlés non pas des pieds vers la tête, mais à partir de la tête, sous forme qui est une espèce de plateforme inertielle stabilisée. Et c'est vrai, dans le plan frontal, si je fais comme ça, là, vous voyez, ma tête ne bouge pas, au début, je ferai comme ça. Si vous me mettez sur une plateforme instable, vous verrez qu'en réalité, je stabilise, excusez le peu d'élégance de la chose, ma posture autour de ma tête. Et c'est vrai aussi pour la marche. C'est vrai pour la marche. Moi, j'ai découvert ça avec les images de Muybridge, que j'ai calé sans tricher, en rotation, sur l'axe, sur l'oreille interne, ici. Et vous voyez, voilà quelqu'un qui monte un escalier, voilà quelqu'un qui court, voilà quelqu'un, c'est une image qu'on avait fait avec Jacques Droulez il y a longtemps, de quelqu'un qui fait un salto en trampoline. Vous voyez, la tête est stabilisée ici, évidemment pas pendant la rotation, mais elle est stabilisée de nouveau quand il chute. Et voici la stabilisation extraordinaire de la tête pendant la course, la marche sur place et le saut. Et c'est vrai si vous regardez quelqu'un qui fait du surfing, ou n'importe quel animal qui court, un lion ou une panthère qui court après une malheureuse antilope. La locomotion, la course, tous nos mouvements que le grand neurologue André Thomas appelait de l'équilibre de luxe sont organisés non pas des pieds à la tête, comme la plupart des robots humanoïdes qui utilisent le Zero Moment Point, mais à partir de la tête, plateforme stabilisée, ce qui permet de se libérer du sol, du référentiel sol. Et c'est ça le concept de référentiel mobile de Cartan. Ça ne veut pas dire qu'on n'utilise pas non plus, quand même aussi, le référentiel sol, je le dis tout de suite. Donc ça va être les deux à la fois. Mais voilà un exemple, si vous voulez, de découverte, en quelque sorte par l'évolution, d'un principe simplificateur qui permet de s'affranchir du sol. Alors, il y a des détails à tout ça sur lesquels on a beaucoup travaillé. Le fait que le plan est déterminé par le regard, c'est-à-dire si je cours, je peux courir comme ça, mais je peux courir comme ça. Et le regard est une espèce d'ancrage dans l'espace. Ça revient tout à fait aux manips que vous a montré Jean-Paul Lemont tout à l'heure. On peut éventuellement utiliser le regard comme ancrage pour aller faire des tâches qui sont guidées par le regard. On n'a pas le temps d'entrer dans le détail, je pense qu'il reviendra peut-être là-dessus dans ses cours. Ce sur quoi je voudrais insister maintenant, c'est que les principes que l'on découvre qui simplifient le contrôle de la locomotion de façon générale, c'est-à-dire les mouvements de l'ensemble du corps dans cet aspect de génération de trajectoire, sont aussi, et c'est ce sur quoi nous travaillons depuis une quinzaine d'années maintenant, les mêmes que pour les mouvements de la main. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que si je fais ça avec ma main, eh bien, il y a un certain nombre de lois simplificatrices qui ont été découvertes, qui règlent la vitesse, les relations, etc. Eh bien, elles vont être les mêmes, elles sont les mêmes si je me mets à faire comme ça et à marcher, à générer des trajectoires locomotrices. Si c'est vrai, c'est intéressant. Ça s'appelle en physiologie le principe d'équivalence motrice, c'est-à-dire que je peux dessiner une lettre A avec le bout de mon doigt, je peux la dessiner avec mon bras, je peux dessiner avec ma langue, là, les gens qui peignent et qui sont paralysés, ou je peux dessiner un A sur une plage en courant. Et l'idée est que le cerveau utilise les mêmes principes généraux pour produire ces mouvements avec des effecteurs et des machines complètement différentes. Donc le défi pour le physiologiste, et dans le dialogue avec la robotique, c'est de trouver quelles sont éventuellement ces lois. Alors, il y a toute une série de lois communes. Nous savons que pour atteindre un objet avec la main, en général, on fait d'abord un mouvement de l'œil. C'est l'œil, si je veux prendre ce verre, je fais en général un mouvement vers le verre et ensuite je guide avec la main. Eh bien, c'est la même chose pendant la locomotion. Nous avons montré que si je veux tourner autour de ce pupitre, eh bien, je ne tourne pas les pieds d'abord,
je tourne d'abord les yeux, la tête et les pieds. Le guidage par le regard anticipe les trajectoires locomotrices pour la main comme pour la marche comme pour la main. Et nous étudions au laboratoire actuellement, dans le cadre d'un projet avec nos amis roboticiens à Pise, c'est le projet Robosom, ce rôle anticipateur du regard dans la marche. Alors pourquoi ce qui sort des résultats, alors voilà, un exemple, hein, on fait marcher des gens, c'est ce qu'on a fait avec toute l'équipe, on fait marcher des gens avec des technologies très très fines de mesure des mouvements des yeux. Il y a eu très très beaux travaux qui ont été faits, et peut-être que Jean-Paul en parlera à Toulouse aussi sur ces questions-là, avec des trajectoires extrêmement variées. Vous voyez la complexité des trajectoires qu'on fait. Voici un exemple d'enregistrement. Ça, c'est vue de dessus, la trajectoire de la tête du sujet. Et les points rouges, c'est les points d'intersection du regard avec le sol. Ce n'est pas facile à faire. Nous, il nous a fallu 10 ans pour arriver à faire ça. Mais on peut maintenant vraiment montrer la relation entre le regard, la tête, le tronc, les pieds. Et nous avons montré que quand nous marchons, il y a toujours une hiérarchie. C'est d'abord le regard, ensuite la tête, ensuite le tronc, ensuite les pieds. Donc la locomotion est bien guidée par le regard. Elle est d'ailleurs, tout ceci apparaît chez l'enfant à partir de l'âge de 3 ans, etc. Et ça, c'est extrêmement important parce que notre théorie est qu'en réalité, vraisemblablement, ce qui est produit par le cerveau, pour la main comme pour la marche, c'est une simulation mentale de la trajectoire, par des mécanismes sur lesquels je vais revenir dans un instant, qui produisent une variation du regard, puis de la tête, puis du corps, puis des pieds. Alors, pourquoi c'est important tout ça? C'est important aussi en pathologie, parce que ceci nous conduit, par exemple, beaucoup en Italie, nul n'est prophète en son pays, à travailler sur des déficits de la locomotion chez les enfants infirmes moteurs cérébraux. Et ces enfants sont rééduqués, par exemple, on leur rééduque les muscles des jambes, alors qu'en réalité, ce que nous avons proposé, c'est qu'une partie des déficits de cette difficulté de marcher sont des déficits d'abord de représentation de l'espace en général, je n'ai pas le temps d'en parler, mais ensuite de guidage par le regard. Donc je mentionne ça simplement, ce n'est pas liaison avec la robotique, mais il se trouve d'ailleurs qu'à Pise, où nous travaillons, l'équipe de Dario travaille aussi avec ses enfants, avec le laboratoire du professeur Cioni. C'est pour vous montrer que la découverte de ces principes simplificateurs permet aussi d'avoir une vue nouvelle, même sur des aspects de la pathologie, et de poser certains problèmes complètement différemment quand il s'agit des problèmes de contrôle. Voilà. C'est un peu ça l'idée, en tout cas. Alors, même chose, tout à l'heure, Jean-Paul Lemont vous a parlé des stratégies égocentriques ou allocentriques. Eh bien, si vous faites du saut ou du ski, hein, si vous faites 1, 2, 3 comme ça, là, je ne veux pas le faire devant vous, on a fait faire des sauts à des sujets, 1, 2, 3, 4. Eh bien, quand on regarde le mouvement de la tête chez ces sujets, on s'aperçoit qu'en réalité, ils peuvent faire ces sauts successifs. Vous pouvez essayer chez vous ce soir de deux façons. Soit successivement, c'est une stratégie séquentielle, toc, 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 et vous voyez chaque fois la direction de la tête. C'est une mesure de la direction de la tête. C'est un peu anticipateur, mais c'est segmenté. Soit on peut trouver une autre stratégie, qui est celle que vous faites quand vous êtes très expert en ski, c'est-à-dire qu'en réalité, on regarde le point final et on fait balader sous la tête stabilisée les pieds comme ceci. Vous savez que c'est ce qu'on fait quand on est très fort à ski. On est là et on fait balader les pieds en dessous. Ça, c'est une stratégie qui exige la mise en jeu de mécanismes de représentation de l'espace, mais c'est un des aspects de la simplexité d'avoir des stratégies différentes possibles pour faire la même chose. Alors, il y a d'autres principes, je vais passer très vite là-dessus, de simplification. Nous savons par exemple que quand on fait un mouvement du bras comme ça, il y a une loi très simple qui relie l'avant-bras avec le mouvement, les angles d'élévation de l'avant-bras par rapport au bras. Et ces angles d'élévation, si on les porte sur un diagramme, on s'aperçoit qu'ils sont liés, c'est-à-dire que cette coordination est une coordination qui répond en réalité à des lois très strictes, qui s'appellent les lois de covariation planaire. Pourquoi c'est intéressant et pourquoi ça simplifie et c'est simplexe? C'est vraisemblablement pris en compte dans la moelle par des circuits locaux.
ça permet au cerveau de n'aller contrôler que des variables globales, de ne pas avoir à s'intéresser au mouvement de chaque muscle. Ça reprend les concepts de synergie motrice de Bernstein. Eh bien, il a été montré que la même loi existe pour la marche, c'est-à-dire l'angle d'élévation de la jambe, de la cuisse, par exemple, et du pied. Ces trois angles, si on les porte suivant un schéma tridimensionnel, pied, shank et la cuisse, eh bien, ça décrit une courbe comme ça, planaire. Et vous voyez que ça apparaît chez l'enfant. Chez le petit enfant, c'est un peu compliqué. Puis, à 18 mois, il commence à avoir cette loi. C'est-à-dire que c'est un principe simplex que de donner, si vous voulez, aux étages inférieurs, en quelque sorte, des régulations élémentaires et des coordinations, ce qui permet de libérer le cerveau pour des choses plus compliquées. Alors, ces choses-là ont été étudiées par nos amis italiens pour savoir s'ils sont innés ou acquis. Et je vous montre simplement cette image. Pour ceux qui sont intéressés, il y a un très joli papier qui a été fait qui montre que la capacité d'acquérir cette simplification est innée, mais qu'en réalité, elle est acquise par le bébé dans les premiers mois de la vie. C'est-à-dire, c'est nature et nurture. Là, on est sur un schéma tout à fait clair. Une autre loi simplificatrice, c'est la loi de la puissance de tiers. Si je fais une ellipse comme ça, eh bien, il a été montré qu'il y a une relation extrêmement étroite entre la vitesse tangentielle le long de la trajectoire et la courbure. C'est-à-dire que je vais vite là, lentement là, vite, lentement, vite, lentement. Cette loi est extrêmement stricte, comme vous voyez, entre le rayon de courbure et la vitesse tangentielle pour la main, pour tous les mouvements naturels, au point qu'il suffit d'ailleurs de montrer un point qui se balade sur un écran. Si on lui donne cette loi, on a l'impression qu'il est naturel. Et nous avons montré que la même loi est valable aussi lorsqu'on fait une trajectoire locomotrice. Donc là, ça suggère encore des principes généraux. Alors en réalité, on a montré aussi que quand on fait des mouvements plus compliqués dans des grands amphis comme celui-là, eh bien, on trouve cette loi, mais avec des petites variations de coefficients. Alors dans la science, il s'avère que quand on voit des petites variations de coefficients, ça veut dire qu'en réalité, il se passe des choses. On a peut-être une théorie qui est un peu limitée, et on a beaucoup réfléchi à ces questions. Et avec Tamar Flash et Daniel Benquin, on a publié, il y a 3 ans maintenant, ou 2 ans et demi, le temps passe vite, un papier qui dit la chose suivante. On a comparé des bases de données qui avaient été obtenues en Israël, chez Tamar Flash et dans notre laboratoire, sur des mouvements de dessin. Vous voyez, c'est dessiné avec la main, ou c'est marcher, mais avec la même forme. Et on a montré qu'en réalité, c'est un travail de mathématiques qui a été fait par nos collègues à partir de ces données, qu'en réalité, il semble que des lois communes sous-tendent ces deux types de formation de trajectoire, mais que ces lois ne peuvent pas être expliquées simplement avec la géométrie euclidienne. Et qu'en réalité, nos mouvements, comme d'ailleurs des grands pionniers l'avaient vu, Kundering pour la perception visuelle et autres, nos mouvements en général sont sous-tendus par des géométries qui sont des combinaisons de géométries euclidiennes et non euclidiennes, affines, acouaffines, etc. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que ça veut dire, dans le cas de cette histoire de simplexité, que peut-être quand nous essayons de décrire des processus complexes avec un certain outil intellectuel, qui est par exemple la géométrie euclidienne, mesurer des distances, et qu'on trouve que c'est très compliqué, eh bien peut-être que ces problèmes-là ne sont pas si compliqués que ça s'ils se produisent dans d'autres cadres de géométrie, et en particulier la géométrie affine dans laquelle temps et mouvement sont liés, etc. C'est la même chose pour ce qui se passe en robotique, que Jean-Jacques Lotti nous a montré, et vous l'utilisez aussi, qu'en utilisant des variables composites, par exemple, on peut arriver à simplifier, à rendre linéaires des problèmes non linéaires. Alors, je termine là-dessus. Je pense que Jean-Paul Lemont vous parlera du travail qu'on a fait ensemble sur la génération de trajectoires, parce que nous avions observé au laboratoire l'extraordinaire stéréotypie. En effet, si on veut... et c'est un paradigme que, d'ailleurs, Jean-Paul Lemont nous avait suggéré. Ça consiste à faire démarrer quelqu'un
ici et à le faire passer à travers un obstacle, une porte, mais en variant l'orientation. Alors théoriquement, il peut le faire par beaucoup de moyens, par beaucoup de trajectoires. En réalité, les gens, et ça a été publié dans de nombreux papiers maintenant de notre laboratoire et en coopération avec l'équipe de Jean-Paul Lemont, en réalité, les trajectoires sont très stéréotypées, ce qui suggère encore des principes d'optimisation. Et je pense que tu en parleras, c'est ça, dans ton cours. Donc je passe rapidement sur les quelques diapos qui le concernent. Nous avons donc publié depuis quelques années, à la fois avec lui et au labo, mais surtout en collaboration avec son labo, des travaux, et je vous recommande de venir écouter son exposé là-dessus, parce qu'il vous expliquera toutes ces maths beaucoup mieux que moi. On a même montré d'ailleurs ces Kuang Pham, qui est maintenant chez le professeur Nakamura et Ali Mischer, qui ont montré que même dans le noir, on peut arriver à trouver ces principes d'optimisation. Alors, je voudrais terminer simplement en vous montrant rapidement, et là je ne vais faire que vous flasher quelques images, mais qui vous donnent quelques exemples des coopérations, elles sont toutes publiées, ou en partie, d'implications de travaux que nous faisons plus particulièrement sur la robotique. Premièrement, sur ces problèmes de contrôle des mouvements, de géométrie, nous, on avait été très frappés à un moment donné par un problème qui est le problème du contrôle des mouvements des yeux. Nous avons une structure dans le cerveau qui s'appelle le colliculus supérieur, qui est une espèce de rétine interne au cerveau. Et tout ce qui se passe sur la rétine se projette sur les couches superficielles de cette structure, le colliculus supérieur ici, une espèce de rétine interne. Et à partir de là, eh bien, sont produits des mouvements des yeux, comme ceux que vous faites en ce moment, les saccades oculaires, vers des cibles. Alors, ce qui nous avait beaucoup frappé, et qui était connu depuis longtemps, et sur lequel Alexei Grantin, dans notre laboratoire, travaille encore énormément, c'est que la géométrie du colliculus supérieur, eh bien, elle n'est pas sphérique. Alors que la rétine, c'est une géométrie sphérique, eh bien, sur le colliculus, le codage est un codage log polaire, et c'est avec Benoît Girard et toute l'équipe, Tabarot, Benquin, Girard, Slotine, qu'on a regardé, et on s'est posé la question, pourquoi diable la géométrie de cette espèce de rétine interne, elle est déformée. Et en plus, ça varie suivant les animaux. C'est-à-dire que chaque animal a une géométrie qui est un peu différente, des répartitions différentes. Et donc on s'est dit, mais peut-être que là, c'est une astuce, j'emploie le mot plutôt que le principe, qui a été trouvée, encore une fois, pour simplexifier. Et effectivement, le papier qui a été produit suggère qu'une des raisons pour lesquelles cette géométrie, et je résume vraiment de façon très triviale, trop triviale, cette géométrie est faite de cette façon-là, adaptée à chaque espèce et à son écologie, au type de mouvement. Le crocodile, il ne fait pas les mêmes mouvements que ne fait la girafe. Eh bien, c'est fait pour déjà préparer la transformation entre les informations sensorielles codées dans un espace cylindrique, en quelque sorte, enfin sphérique, vers le système oculomoteur. C'est-à-dire qu'il fallait regarder non pas vers le système sensoriel, mais vers le système oculomoteur. Il y avait déjà dans la géométrie de cette structure quelque chose qui permettait d'aider. Donc ça fait partie de ces mécanismes, il y en a d'autres sur lesquels on pourrait discuter. Et on a essayé d'ailleurs à Pise d'implémenter ça sur un robot. Malheureusement, on n'est pas allé très loin, mais on ne désespère pas de continuer la coopération avec les roboticiens pour voir si ce principe-là peut permettre de rendre plus efficaces les mouvements de capture par les robots. Nous avons aussi, je mentionne très rapidement, des coopérations extrêmement vives maintenant avec Aldébaran dans le cadre de Roméo, mais je dois rendre hommage à Bruno Maisonnier parce qu'il a été le premier, longtemps avant que Roméo se lance, à accepter de couper la tête à ce petit robot Nao qui a tellement de succès. Le robot Nao, comme tous les robots humanoïdes, il a les capteurs sensoriels dans le tronc. Maintenant, il y en a un certain nombre qui commencent à être dans la tête, pour les raisons que je vous ai expliquées tout à l'heure. Et donc, on travaille ensemble avec toute l'équipe de Roméo et avec Steve Nguyen ici au laboratoire, et Jacques Droulès d'ailleurs, sur l'avantage que peut avoir le fait de créer ce que Philippe Swear, aussi au LAS, appelait un observateur, c'est-à-dire un système dans la tête qui permet de mesurer ces mouvements et créer un référentiel mobile et ensuite contrôler. En réalité, la difficulté maintenant, comme Jean-Paul Lemont me le dit depuis des années, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir stabilisé la tête, il ne suffit pas d'avoir créé cet observateur. Encore faut-il maintenant
faire les algorithmes de contrôle qui vont permettre de prendre en compte à la fois tous les problèmes de contrôle posés par la dynamique, etc. Et c'est là-dessus que travaille une série d'équipes. Ça va? J'ai dit à peu près les choses raisonnables? Hein, voilà. J'ai compris? Bon, parce qu'il me serine ça, tu sais, Alain, c'est pas si facile que ça. C'est très joli de dire qu'il faut contrôler par la tête, mais encore faut-il le faire. C'est le faire. Dans sa leçon inaugurale, hein, c'est le roboticien, lui, il doit faire. Il ne doit pas simplement donner. Voilà. Nous avons aussi une très jolie collaboration avec le professeur Vincent Hayward et Ildar Farkadnikov. Hein, j'ai dit Nikov, hein, avec l'accent. Sur cette question, avec un papier qui a été présenté récemment, sur l'intérêt que peut présenter la stabilisation par la tête, c'est-à-dire le contrôle par l'extrémité, avec un nouveau principe de stabilisation qui est étudié avec eux. Vincent Hayward est professeur à l'ISIR, il va faire une conférence d'ailleurs. Hein. Nous avons aussi une coopération dans le cadre du projet RoboSOM, qui est un projet qui est destiné à implanter à Pise un robot qui s'appelle Sabian, qui est un robot qui est une copie d'un robot au Japon qui s'appelle Wabian, un robot humanoïde développé par le professeur Takanishi, en appliquant les principes de contrôle par la tête et le regard. Et nous avons une coopération magnifique là, parce que nous avons construit un scénario, et à Paris, nous mesurons, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, toutes les stratégies de contrôle du regard, du corps, etc., avec d'ailleurs une nouvelle équipe maintenant, avec Steve Manguyen, Pauline Hilt et Colas Autier. Pendant des locomotions, on tourne autour d'un obstacle, on passe au-dessus d'un objet, on monte un petit escalier, on revient. Et le même scénario est implémenté à Pise pour pouvoir le faire marcher Sabian, et à Tokyo, où nos collègues japonais travaillent aussi sur d'autres principes. Donc, c'est un très joli exemple où on a un même scénario, un même problème implémenté dans 2 laboratoires de robotique, dans un laboratoire de physiologie, avec des jeunes qui circulent et qui viennent travailler chez les uns, chez les autres, et faire cette fertilisation croisée magnifique. Nous avons aussi au laboratoire un travail qui vient d'être fait par Steve Nguyen, Jacques Droulez, sur l'utilisation de modélisation bayésienne probabilistique de l'équilibre du robot, qui fonctionne bien et qui permet de donner des coups au robot humanoïde et il ne se casse pas la figure. Là, vous voyez qu'il a bien sa tête inertielle ici. Et puis, nous avons une coopération qui est terminée maintenant, mais qui a été très, très fructueuse, dans le cadre du projet Locanthrope, qui est un autre exemple de coopération intéressante, parce qu'il n'y avait pas que des roboticiens, il y avait des biomécaniciens à Rennes, et des gens qui faisaient la simulation en réalité virtuelle. Donc, le dialogue n'est pas simplement robotique neurosciences, il implique aussi maintenant des communautés, par exemple, de computer graphics pour l'avenir. Et moi, j'ai des contacts à Vancouver avec des équipes qui travaillent sur computer graphics, parce qu'il va falloir modéliser tout ça aussi de façon très complexe, et c'est extrêmement intéressant. Je termine en donnant un ou deux échappées sur des défis pour l'avenir. Qu'en est-il de l'émotion? On parle beaucoup en robotique maintenant de l'émotion, l'interaction avec autrui, puisque le problème maintenant, c'est la robotique d'interaction, vous en entendrez parler. Alors, il y a actuellement de grands projets européens qui sont faits sur la locomotion et l'expression corporelle des émotions pendant la locomotion. Et j'ai eu la chance qu'une roboticienne, Gentiane Venture, qui est une Française, mais qui a monté un groupe de robotique au Japon, elle a son groupe de robotique au Japon, a pris un certain nombre de données que nous avions obtenues ici à Paris avec des acteurs de l'école Jacques Lecoq, qu'on avait fait marcher tristes ou joyeux, etc. Elle a pris ces bases de données et elle a fait un modèle mathématique, si vous voulez, qui permettrait éventuellement, à partir aussi de simulations en computer graphics qui avait été fait par Hideki Kadone ici, qui est venu du Japon pour travailler avec nous. Et elle est en train encore d'essayer de formaliser, si vous voulez, ces comportements émotifs pendant la marche pour pouvoir éventuellement les implémenter chez les robots. Je dois dire une chose, simplement pour terminer, que dans ce jeu entre robotique et neurosciences, le but n'est pas d'essayer seulement de faire des robots qui ressemblent aux hommes.
c'est vraiment une fertilisation croisée dans laquelle nous bénéficions, de la part de nos amis roboticiens, de modèles, de réflexions complexes, de capacité aussi d'avoir des plateformes pour essayer nos idées, et peut-être, en revanche, eux peuvent-ils aussi implémenter sur le robot ces principes simplificateurs. Mais je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas d'hégémonie ni d'un côté ni de l'autre, mais une profonde conviction que cette fertilisation croisée, qui est possible grâce à des jeunes qui acceptent de circuler entre nos labos, travailler. Donc des défis pour le futur, pour le guidage par le regard, le problème des relations entre les différentes stratégies. Hop. Et on va s'arrêter parce que mon computer a l'air de s'arrêter, et d'ailleurs c'est là. Merci beaucoup.